Je m'appelle Claudine, j'ai 60 ans et j'habite Marseille comme on habite un souvenir. Tout près du Vieux-Port, là où l'air sent à la fois le sel, le café brûlé et les promesses qu'on se fait sans toujours les tenir. On dit souvent de moi que je suis une femme élégante. Je ne sais pas si c'est vrai. Je sais seulement que j'aime mettre une jolie nappe, couper le pain correctement, laisser un bouquet de thym sécher dans un verre. Et surtout, j'aime ma famille avec une ferveur qui ne se discute pas. Pendant 5 ans, j'ai cru construire un pont doré, patient, presque invisible, entre moi et Sophie, ma belle-fille. Je l'ai accueillie comme on accueille une saison nouvelle. Avec prudence, oui, mais aussi avec cette joie un peu naïve de celle qui veut que tout se passe bien. Sophie était brillante, vive, organisée. Elle parlait marketing comme d'autres parlent musique. Elle venait d'Aix-en-Provence avec ses phrases rapides, ses baskets blanches toujours impeccables et ce regard qui semblait déjà courir vers demain. Marc, mon fils, l'aimait. Et quand un homme aime, une mère se tait, même quand elle sent que certains silences vont coûter cher plus tard. Le dimanche, c'était mon territoire. Pas un territoire de pouvoir. Non, un territoire de tendresse. Je préparais une bouillabaisse quand le temps le permettait, ou une ratatouille qui mijotait longtemps, doucement, comme si les légumes avaient besoin d'apprendre à s'entendre. Je faisais griller un peu d'ail sur du pain, je sortais l'huile d'olive que j'achetais au marché, et je mettais des assiettes qui n'avaient rien d'extraordinaire, mais qui avaient vu passer des anniversaires, des réconciliations, des rires d'enfants. Léo, mon petit-fils, avait 5 ans. Il avait cette manière en rond autour de la table, avant de s'asseoir, comme si la joie devait d'abord déborder. Quand il me voyait, il criait « Mamie », avec un bonheur si brut que ça me coupait le souffle. Dans ces moments-là, j'oubliais tout. Les petites maladresses de Sophie, ces phrases qui parfois glissaient comme des épines, les retards, les « on ne restera pas longtemps », les regards vers l'écran du téléphone, même quand le plat fumait encore. Je me disais, elle est fatiguée. Elle travaille beaucoup. Être mère, c'est un étau. Et puis, il y a ce besoin de bien faire, de tout contrôler. Je pardonnais d'avance, parce que je croyais que l'amour, c'était ça. Comprendre avant même qu'on ne vous explique. Ce dimanche-là, j'étais allée acheter des tomates bien mûres et un petit morceau de fenouil, parce que Marc aimait ça dans le poisson. J'avais déjà pensé à la musique, à une bouteille de blanc frais, à cette tarte fine aux pommes que je faisais pour finir léger, comme disait Philippe, mon mari, avant qu'il ne parte. Veuve depuis 2 ans, je continuais ces gestes comme on continue une prière, non pas pour rester dans le passé, mais pour tenir droit dans le présent. Vers 10 heures du matin, mon téléphone a vibré sur la table. Un message de Sophie. Je l'ai lu d'une traite. Puis une seconde fois, plus lentement, comme si les mots allaient se réarranger, comme si mon écran pouvait dire « Pardon, c'est une erreur. Maman ne viendra pas au dîner ce dimanche. On a besoin d'espace. Tu nous étouffes. Besoin d'air. » Je suis restée immobile. L'eau de la bouilloire s'est mise à siffler. Un son aigu, presque humiliant, comme si ma cuisine elle-même protestait. J'ai éteint le feu avec une lenteur étrange et je me suis assise. Il y avait quelque chose de plus violent que l'interdiction. Ce n'était pas « nous avons un empêchement ». Ce n'était pas « on se voit la semaine prochaine ». C'était l'idée que ma présence, moi, Claudine, la mère qui a tout donné sans compter, était devenue un poids, une gêne, une asphyxie. J'ai senti mon visage chauffer. Pas de colère d'abord, mais de honte. Cette honte sourde qu'on ressent quand on se découvre de trop. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais proposé mon aide en croyant bien faire, à toutes les fois où j'avais demandé des nouvelles, à tous mes « vous voulez que je prenne Léo samedi ?» que je croyais être des cadeaux et qui, peut-être, sonnaient comme des intrusions. J'ai voulu appeler Marc. Mes doigts ont tremblé au-dessus du nom. Puis je me suis arrêtée. J'ai compris dans une clarté glacée que Marc avait vu ce message et qu'il ne l'avait pas empêché, qu'il l'avait peut-être même approuvé d'un silence. Je me suis levée, j'ai ouvert la fenêtre. Le vieux port brillait au loin, indifférent, avec ses bateaux qui bougent sans demander la permission. Une mouette a crié. Quelque part, un homme riait. La ville continuait, comme si mon cœur n'était pas en train de se fissurer. Je ne pleure pas facilement. Je viens d'une génération qui range ses chagrins dans un tiroir et qui apprend à sourire avec les yeux rouges.
Pourtant, ce jour-là, les larmes sont venues sans bruit. Elles sont tombées sur ma main, sur le plan de travail, sur ce morceau de fenouil que je venais de laver. Je me suis surprise à murmurer « On a besoin d'air », comme si j'essayais, moi aussi, de respirer. Alors je vous pose la question, simplement, sans effet de théâtre, parce que la vie n'en a pas besoin. Qu'auriez-vous fait à ma place? Quand ceux que vous aimez vous ferment la porte, non pas sur votre corps, mais sur votre place dans leur cœur. Est-ce qu'on se bat? Est-ce qu'on s'efface? Est-ce qu'on attend? Moi, ce matin-là, je ne savais pas encore que ma réponse allait prendre la forme la plus inattendue. Une réponse douce, presque polie, mais tranchante comme une lame fine. Et je ne savais pas non plus que Sophie, elle aussi, allait apprendre quelque chose. Pas une punition, une leçon, une vraie. Celle qui laisse une trace longtemps après que le repas est terminé. Je suis restée là un long moment à écouter le silence de mon appartement comme on écoute une mère qui se retire. Puis j'ai rangé. Pas avec énergie, non. Avec cette lenteur appliquée des jours où l'on veut éviter de penser. J'ai lavé le fenouil, je l'ai remis au frais, j'ai enveloppé le poisson que j'avais acheté comme si je préparais une petite mise en bière de mes bonnes intentions. La nappe est restée pliée dans le tiroir. La table, nue. À midi, j'ai marché jusqu'au marché des Capucins. Ce n'était pas nécessaire. J'avais déjà tout, mais j'avais besoin de me mêler aux autres, de me frotter à la vie des inconnus, à leurs paniers, à leurs disputes sur le prix des clémentines. Marseille, quand elle ne vous trahit pas, vous rattrape par le col avec ses voix. Une marchande de fleurs a crié « Mimosa, mimosa ». Un homme a juré en portant une caisse d'oranges. Une vieille dame a ri trop fort. Moi, je me suis tenue droite, maquillage léger, boucle d'oreilles posée comme une armure. J'ai toujours eu cette pudeur, ne pas montrer la fêlure. J'ai acheté un petit bouquet de romarin parce que l'odeur me rappelle ma mère. Puis je suis rentrée, en longeant le vieux port. Le soleil avait cette couleur de début d'hiver, pâle mais obstiné, comme s'il s'efforçait lui aussi de faire bonne figure. Chez moi, j'ai ouvert la boîte où je garde les photos. Une vieille boîte en fer cabossée qui sent un peu la lavande. Je ne l'ouvre pas souvent. Trop de fantômes. Mais ce jour-là, j'ai cherché Marc à travers le papier glacé. Il y avait Marc à 20 ans, maigre, les cheveux trop longs, un sourire insolent de garçon qui croit que tout l'attend. Il y avait Marc le jour de son premier emploi, costume mal taillé, fier comme un prince. Il y avait Marc tenant Léo dans ses bras, maladroit et bouleversé, comme si ce bébé lui avait brusquement appris l'humilité. Et puis je suis tombée sur une photo de nous deux, 5 ans plus tôt, le jour où il m'avait annoncé qu'il allait épouser Sophie. On était assis sur un banc près du port et je lui tenais la main. Je me souviens encore de la chaleur de sa paume. Sur la photo, on dirait un duo simple, une mère et son fils, un lien évident, presque indestructible. Cette image m'a serré la gorge. C'est là que je me suis mise à comprendre, pas seulement la cruauté de Sophie, ma part aussi, ma place que j'avais occupée sans y prendre garde. Ces dimanches, ces plats, ces attentions, j'avais voulu être utile, présente, aimante. Mais j'avais peut-être oublié une chose essentielle. L'amour n'est pas une preuve qu'on administre, c'est un espace qu'on offre, un espace où l'autre respire. Et on ne respire pas dans une maison où tout est déjà décidé, même si c'est décidé pour le bien. Je ne cherche pas à me condamner, je dis seulement la vérité. J'ai aimé comme on m'a appris, avec cette générosité qui frôle parfois l'envahissement. Et je m'étais raconté que c'était normal, que c'était ça être mère. J'étais fière de ne pas être une grand-mère absente. J'étais fière de tenir la famille, de garder le fil. Mais ce fil, Sophie venait de le couper d'un message. Vers 4 heures, une amie m'a appelée Edith, qui habite au Panier. Elle a ce don rare de sentir les failles sans qu'on les lui dise. « Tu as une voix bizarre, Claudine. Qu'est-ce qu'il se passe ?» J'ai hésité et j'ai menti un peu par habitude. Rien. Un petit contretemps pour dimanche. Elle n'a pas insisté. Elle a seulement dit « Alors viens prendre un café. Ici, on respire. On respire. » Le mot m'a frappé comme une ironie. Je suis allée chez Edith. Son appartement est petit, rempli de toiles, de pinceaux, de tasses dépareillées. Elle m'a servi un café trop fort et m'a regardé comme on regarde quelqu'un qui revient d'un accident. Je n'ai pas tout raconté. J'ai juste dit « Je crois qu'on me trouve de trop ». Edith a posé sa main sur la mienne, doucement. « Tu n'es pas de trop,
mais tu as le droit d'être blessé et tu as le droit de poser tes limites. Ce mot-là, limite, est resté suspendu entre nous comme un fil tendu. En rentrant le soir, j'ai regardé mon téléphone. Rien. Pas un message de Marc. Pas un appel. Il était donc d'accord avec l'idée que je devais prendre l'air loin d'eux. Alors j'ai pris une décision silencieuse. Je n'allais pas supplier, je n'allais pas me justifier, je n'allais pas non plus me venger comme on l'entend d'habitude, avec des cris ou des humiliations. Je voulais simplement qu'il sente, une fois, ce que ça fait quand l'amour se retire sans fracas, quand il laisse derrière lui une chaise vide, une table trop grande et une gêne qu'on ne peut pas balayer. Ce soir-là, j'ai remis la photo sur la table devant moi, et j'ai compris que ma riposte ne serait pas un coup. Ce serait une phrase, une seule, mais une phrase qui oblige à regarder en face. Les jours suivants, quelque chose s'est déplacé, presque imperceptiblement. Pas une rupture nette, non. Plutôt une fissure, fine comme un cheveu, mais suffisamment profonde pour laisser passer le froid. Avant, Sophie m'appelait parfois pour un détail pratique. « Tu fais cuire combien de temps le poisson ?» ou « Tu crois que Léo a besoin d'un manteau plus chaud ?» C'était pas de grandes conversations, mais c'était des fils. Et les fils, quand ils disparaissent, on sent tout de suite que la toile devient fragile. Cette semaine-là, rien. Aucun message, aucun emoji maladroit. Même Marc, qui avait l'habitude de m'envoyer un « ça va » le mercredi, s'est tu. Je me suis surprise à guetter le téléphone, comme on guette une porte qui ne s'ouvre plus. Puis je me suis grondée moi-même. À 60 ans, on devrait savoir mieux que ça. On devrait savoir vivre sans attendre. Pourtant, chaque petit souvenir devenait une écharde. Le jeudi, en rangeant la cuisine, j'ai retrouvé un dessin de Léo, glissé derrière le frigo. Un bonhomme maladroit, avec des bras trop longs et écrit en grosses lettres « Mamie ». J'ai souri, puis j'ai senti cette lourdeur familière s'installer dans la poitrine. Être grand-mère, c'est accepter d'aimer sans garantie. Je le savais, mais le savoir n'empêche pas la douleur. Le vendredi, je suis allé marcher au bord de l'eau. Le vieux port était agité comme toujours. Les touristes, les pêcheurs, les enfants qui courent. Je regardais les familles passer. Des mères trop pressées, des grands-pères silencieux, des couples fatigués. Et je me suis demandé avec une lucidité nouvelle ce que Sophie voyait quand elle me regardait. Une aide, une intrusion, une femme d'un autre temps, trop présente, trop bien intentionnée. Je me suis rappelé certaines phrases que j'avais balayées d'un rire poli. Tu sais, Claudine, aujourd'hui on fait les choses différemment. Ou encore, on essaie d'être autonome. Des phrases banales en apparence, mais qui, mises bout à bout, dessinaient une frontière que je n'avais pas voulu voir. Sophie n'était pas cruelle par nature. J'en étais convaincue. Elle était tendue, tirée de partout. Son travail à Aix-en-Provence lui prenait l'esprit, Léo lui prenait le corps, et l'idée d'être une bonne mère, une bonne épouse, une belle fille correcte, devait l'épuiser. Et moi, avec mes plats, mes propositions, mes dimanches ritualisés, je devenais peut-être le symbole de ce qu'elle n'arrivait plus à porter. Cette pensée m'a apaisé un instant. Comprendre, ça soulage. Mais comprendre ne suffit pas à effacer la blessure, parce qu'il y a une différence immense entre poser une limite et rejeter quelqu'un. Et ce message, avec ses mots durs, avait choisi la seconde option. Le samedi matin, j'ai reçu une notification. Sophie avait publié quelque chose. Je n'ai pas ouvert tout de suite. J'ai laissé le téléphone sur la table, comme si c'était un objet dangereux. Une part de moi savait déjà. Les réseaux sociaux ont cette cruauté moderne. Ils montrent ce dont vous êtes exclu avant même que vous n'ayez fini d'en souffrir. J'ai attendu quelques minutes, puis j'ai regardé. Ce que j'ai vu m'a donné la confirmation silencieuse que la fissure était devenue visible, et que désormais, il n'était plus question de malentendu, mais de choix. Un choix qu'ils avaient fait. Et un autre que je m'apprêtais à faire moi aussi. J'ai ouvert le message plusieurs fois, comme on retourne une lame entre ses doigts pour en mesurer le tranchant. Les mots ne changeaient pas. Ils étaient là, immobiles, définitifs. « Tu nous étouffes ». Cette phrase-là surtout. Elle s'est logée en moi avec une violence tranquille, étouffée, comme si mon amour avait manqué d'air, comme si mes gestes avaient été trop serrés, trop proches, trop lourds. J'ai pensé à toutes ces nuits où j'avais veillé Marc quand il était enfant, à sa respiration que je surveillais, inquiète,
pour être sûr qu'elle ne s'arrête jamais. Étouffé, le mot avait quelque chose d'injuste et pourtant, il me forçait à regarder en face. Le téléphone reposait sur la table, écran noir désormais, mais la phrase continuait de pulser en moi. J'ai ressenti cette humiliation particulière qu'on éprouve quand on est réduit à une caricature. Non pas Claudine, la femme avec son histoire, ses failles, ses efforts, mais la mère envahissante, celle qu'on résume en un mot trop commode. J'ai pensé répondre. 1000 réponses me sont venues. Des réponses sèches, blessées, dignes, suppliantes même. Je ne voulais pas vous faire de mal. Parlez-moi autrement. Je suis ta mère, Marc. J'ai tout écrit, puis tout effacé. Chaque phrase me semblait soit trop faible, soit trop agressive, et je ne voulais ni mendier ma place, ni me transformer en ce qu'il semblait redouter. J'ai laissé le téléphone. Je suis allé m'asseoir près de la fenêtre. Marseille s'étirait devant moi, indifférente et magnifique. Les bateaux entraient au port, sortaient, recommençaient. Personne ne demandait la permission. Personne ne s'excusait d'exister. C'est à ce moment-là que j'ai compris que le plus douloureux n'était pas l'interdiction du dîner. C'était l'exclusion affective. On ne m'avait pas dit « on a besoin de temps ». On m'avait dit « tu es le problème ». Et cette idée-là ronge plus sûrement que l'absence physique. Le dimanche est arrivé sans prévenir, malgré tout. Le matin, je me suis réveillée tôt, par habitude. Mon corps connaissait encore le rythme de ces jours-là. J'ai mis de l'eau à chauffer avant de me rappeler qu'il n'y avait rien à préparer. J'ai souri tristement devant ma propre mécanique. On croit qu'on peut arrêter l'amour comme on coupe un robinet. En réalité, il continue de couler longtemps après. Vers midi, mon téléphone a vibré. Pas un message, une notification. Sophie venait de publier une photo. Je n'ai pas regardé tout de suite. J'ai respiré profondément, comme si je m'apprêtais à plonger sous l'eau. Puis j'ai glissé mon doigt sur l'écran. La photo était belle, trop belle. Une table dressée avec soin, des bougies, des verres qui attrapaient la lumière. Marc souriait. Léo avait les joues roses. Sophie, impeccable, rayonnante. Et en dessous, cette phrase, simple, presque innocente. Dimanche parfait en famille. Famille. J'ai senti quelque chose se refermer en moi. Pas un cri, pas une explosion. Une fermeture lente, résolue. Comme une porte qu'on claque sans bruit parce qu'on a compris qu'elle ne s'ouvrirait plus de l'intérieur. Ce n'était pas seulement que je n'étais pas invité, c'était que j'étais effacé. Rayé du cadre, comme si ces 5 années de présence n'avaient jamais existé. J'ai reposé le téléphone. Mes mains tremblaient légèrement, mais mon esprit était d'une clarté étrange. Je savais désormais que je ne pouvais plus faire semblant, ni pour eux, ni pour moi. Ce message, cette photo, ces mots, tout cela n'appelait pas une explication. Cela appelait une réponse différente. Une réponse qui ne ferait pas de bruit, mais qui dirait, sans accusation, sans cri, sans insulte, « Je suis là, et je mérite le respect ». Et cette réponse-là, je savais déjà où aller la chercher, dans une image ancienne, dans une vérité simple, et dans une phrase que personne ne pourrait ignorer. Le soir même, j'ai repris la photo encore une fois, celle de Marc et moi, assis près du port, 5 ans plus tôt. Sur le cliché, on devine la fin d'après-midi, cette lumière douce qui rend tout plus tendre, même les inquiétudes. Marc avait le visage de quelqu'un qui croit encore que l'amour ne se complique pas. Moi, je souriais, mais mon sourire portait déjà l'expérience. Je savais, au fond, que les familles changent comme les saisons, parfois sans prévenir, et que les mères doivent apprendre à perdre sans faire de scène. J'ai posé la photo devant moi comme on pose une vérité sur la table. Et j'ai regardé longtemps, pas seulement Marc, moi aussi. Ma posture, ma main sur la sienne, cette manière d'être proche, presque instinctive. J'ai compris que Sophie, en me disant « tu nous étouffes », ne parlait pas seulement de ce dimanche. Elle parlait de tout ce que je représentais pour elle. Une présence qui existait avant elle, une histoire qui ne lui appartenait pas, une femme qui, sans le vouloir, rappelait qu'elle ne serait jamais la première. Ce n'était pas une excuse, c'était une clé. La nuit, j'ai très peu dormi. Le matin, j'ai fait les choses avec soin, comme toujours quand je suis agitée. J'ai rangé la cuisine, j'ai balayé, j'ai arrosé ma plante de basilic. Puis, vers 11 heures, j'ai pris mon téléphone, j'ai ouvert mon profil. Mes doigts hésitaient, non pas par peur, mais parce que je cherchais la justesse. Je ne voulais pas dénoncer.
Je ne voulais pas exposer Sophie comme on expose quelqu'un sur une place publique. C'est pas mon style et je crois encore à la politesse, même quand on souffre. Mais je ne voulais plus être invisible. Je ne voulais plus avaler les humiliations comme on avale un mauvais médicament. J'ai téléchargé la photo, celle de Marc et moi. J'ai choisi un cadrage simple, pas de filtre, pas d'effet, juste la vérité, la plus nue. Et j'ai écrit lentement cette phrase que j'avais déjà formée dans ma tête. Parfois, l'amour s'exprime aussi par le besoin de s'éloigner pour mieux se retrouver. J'espère que vous avez passé un bon repas. J'ai relu, ce n'était ni agressif ni plaintif, c'était presque une bénédiction. Et pourtant, il y avait dedans une douleur claire, une élégance qui ne demande pas pardon. Une phrase qui dit « Je sais que vous m'avez mise dehors et je ne vous mendie pas. Je vous laisse votre espace. » Mais je n'efface pas ma place. J'ai appuyé sur « Publier ». Pendant quelques minutes, rien. Puis les réactions ont commencé. D'abord des j'aime discrets, des cœurs. Ensuite des commentaires de femmes que je connaissais à peine. « Courage, Claudine. Tu as toujours été une mère formidable. » Les gens oublient vite. Certaines amies ont partagé la publication. Edith m'a écrit en privé « C'est digne, c'est fort ». Je ne ressentais pas de triomphe, juste une étrange respiration. Comme si, en posant ces mots, j'avais repris un peu d'air moi aussi. Puis, vers 15 heures, mon téléphone a sonné. Un appel. Marc, mon cœur s'est serré. J'ai laissé sonner une fois, 2 fois. Et j'ai décroché. Mom, qu'est-ce que tu fais? Sa voix était basse, tendue. Je me suis entendu répondre calmement, avec une douceur presque fatigante. Je respire, Marc. Un silence, lourd. Et dans ce silence, j'ai compris que ma phrase avait atteint sa cible. Pas pour blesser, pour réveiller. Je ne savais pas encore comment Sophie réagirait. Mais je savais une chose. Désormais, il ne pourrait plus faire comme si je n'existais pas. Après l'appel de Marc, il y a eu comme une suspension. Une journée entière où rien n'est arrivé et où pourtant tout se préparait. Je sentais, dans le moindre bruit du téléphone posé sur la table, une tension invisible, comme un fil qu'on tire doucement avant qu'il ne casse. J'ai continué à vivre, à faire les gestes du quotidien, mais avec une vigilance nouvelle. La cafetière, les assiettes, le linge étendu, tout avait l'air normal. Mais à l'intérieur, je savais que ma phrase avait déplacé quelque chose. Le lendemain matin, j'ai reçu un message de Marc. Court, maladroit. On peut passer cet après-midi? Pas un pardon, pas un je t'aime. Juste une demande, presque administrative. Et pourtant, j'ai senti, sous cette sécheresse, une inquiétude. Comme s'il venait vérifier l'étendue du dommage, comme s'il venait reprendre la température d'une relation qu'il avait laissé refroidir. J'ai répondu simplement « oui », vers 16 heures. À partir de là, j'ai attendu sans attendre. Je me suis préparé non pas comme on se prépare à une bataille, mais comme on se prépare à une conversation importante. J'ai mis une robe bleu marine, celle qui me donne une allure droite sans être froide. J'ai attaché mes cheveux, j'ai posé 2 tasses sur la table, puis 3. Je ne savais pas si Sophie viendrait, mais je voulais que la maison, elle, soit prête à accueillir sans se mettre à genoux. À 16 heures pile, j'ai entendu l'ascenseur, puis des pas dans le couloir. La sonnerie a retenti. 1 fois, 2 fois, j'ai ouvert. Marc était là, le visage fermé comme un homme qui a mal dormi. Et derrière lui, Sophie. Je l'ai reconnue tout de suite, mais je l'ai aussi trouvée différente. Pas moins jolie, pas moins soignée, juste plus raide. Elle avait cette expression de ceux qui viennent défendre quelque chose. Son sac était serré contre elle comme un bouclier. « Bonjour Claudine », a-t-elle dit. Polie, trop polie. Je les ai laissés entrer. L'appartement sentait le café et le romarin. Je me suis amusée intérieurement de ce détail. Même l'odeur, ce jour-là, semblait vouloir rappeler que je n'étais pas un décor, mais une personne. Nous nous sommes assis. Marc a regardé ses mains. Sophie a fixé la table. Léo n'était pas là. Et j'ai senti une pointe de tristesse. Ils avaient choisi de venir sans l'enfant, comme si sa présence rendait la scène plus dangereuse. « Ta publication » a commencé Marc, puis il s'est arrêté, incapable de trouver la bonne phrase. Sophie a pris le relais, d'une voix plus ferme. « Tu aurais pu nous appeler au lieu d'écrire ça devant tout le monde. » Je l'ai regardé sans cligner des yeux, et je me suis surprise à être calme. Pas glacée, calme, comme si ma douleur, enfin reconnue, me donnait une stabilité. « Je vous ai appelé, Sophie », ai-je dit doucement.
par mes plats, par mes invitations, par mon affection, et je n'ai reçu qu'un message qui disait que je vous étouffais. Marc a tressailli. Sophie a pâli, juste un instant. Elle a tenté de se justifier, mais sa voix tremblait déjà. Tu ne comprends pas. Je suis sous pression, je cours tout le temps. À Aix, au boulot, ils exigent des résultats. À la maison, je veux que tout soit parfait. Et quand tu proposes, quand tu viens, même gentiment, j'ai l'impression de ne plus maîtriser ma vie. Alors tu m'exclus, ai-je répondu. Tu m'effaces. Et tu appelles ça respirer. Sophie a baissé les yeux. Dans ce mouvement, j'ai senti pour la première fois qu'elle comprenait vraiment ce qu'elle avait fait. Pas parce qu'elle avait honte d'être prise en faute, mais parce qu'elle avait enfin vu le visage de l'autre côté. Marc a levé la tête, la voix brisée. Je n'ai pas voulu choisir, alors je n'ai rien dit. Et ton silence m'a choisi à ta place, ai-je murmuré. Il y a eu un long moment. Puis Sophie a laissé échapper presque malgré elle. Quand j'ai lu ta phrase, j'ai eu mal. Pas parce que tu me faisais passer pour une méchante, parce que je me suis vue. Et moi, devant cette confession, j'ai compris que ma riposte venait de faire ce que je n'avais jamais réussi à faire avec mes dimanches. Ouvrir une vraie conversation. Une conversation qui n'est plus sur la ratatouille, ni sur l'heure du bain de Léo, mais sur la place de chacun, sur les limites, sur le respect. Ce n'était que le début, mais c'était enfin la vérité, posée là entre nous, sans bougie ni filtre. Après ces premières phrases, il y a eu un silence plus dense que les autres. Pas un silence de fuite, mais un silence qui oblige à rester. Sophie a pris une inspiration profonde, comme si elle se préparait à dire quelque chose qu'elle avait longtemps évité, peut-être même à elle-même. « Je n'ai jamais voulu te faire du mal », a-t-elle dit enfin. Sa voix n'était plus dure, elle était nue. Mais j'avais l'impression que si je ne mettais pas de distance, j'allais exploser. Tout le monde attend quelque chose de moi. Au travail, je dois être performante. Avec Léo, je dois être parfaite. Et avec toi, j'avais peur de ne jamais être assez. Ces mots-là m'ont surprise. Je m'attendais à des excuses maladroites, à des justifications, pas à cet aveu-là, pas à cette fragilité. J'ai senti ma colère se transformer lentement en autre chose. Pas une absolution, une compréhension lucide. Je ne t'ai jamais demandé d'être parfaite, ai-je répondu. Je t'ai peut-être demandé d'être là, mais jamais de me ressembler. Marc s'est redressé sur sa chaise. Pour la première fois depuis leur arrivée, il parlait sans hésiter. C'est moi qui ai laissé faire. J'avais peur que si je prenais ta défense, Sophie se sente attaquée, et si je prenais la sienne, tu te sentais rejetée. Alors j'ai choisi la solution la plus lâche, me taire. Je l'ai regardé longuement. Ce garçon que j'avais porté, défendu, encouragé, se tenait devant moi comme un homme qui découvrait enfin le poids de ses choix. Je n'ai pas élevé la voix, je n'en avais plus besoin. Dans une famille, ai-je dit, le silence n'est jamais neutre, il blesse toujours quelqu'un. Sophie a hoché la tête. Elle avait les yeux brillants, mais elle ne pleurait pas. Elle écoutait, vraiment. Et dans ce simple fait, il y avait déjà un changement. Quand j'ai vu les commentaires sous ta publication, a-t-elle repris, j'ai eu honte. Pas de ce que les gens pensaient de moi, de ce que moi j'avais fait. J'ai compris que je t'avais réduite à un problème à gérer, au lieu de te voir comme une personne. Je n'ai pas sauté sur ces mots comme sur une victoire. Je les ai laissés se déposer. À 60 ans, on sait que les excuses les plus précieuses sont celles qui arrivent lentement. Je n'attends pas que tu m'aimes, ai-je répondu. Je n'attends même pas que tu me comprennes toujours, mais j'ai besoin de respect et de vérité. Marc a pris ma main, un geste simple, presque enfantin. Je l'ai laissé faire. Ce n'était pas une régression, c'était un rappel. On a besoin de règles, a-t-il dit, de limites claires, pas pour s'éloigner, pour que ça tienne. J'ai souri pour la première fois depuis longtemps sans tristesse mêlée. Les limites ne sont pas des murs, ai-je dit. Ce sont des portes, mais encore faut-il accepter de les ouvrir ensemble. Sophie a respiré profondément. Alors voilà ce que je te propose, a-t-elle dit. Les dimanches ne seront plus automatiques. On se verra parce qu'on en aura envie, pas par obligation. Et quand j'aurai besoin d'espace, je le dirai autrement. Et moi, ai-je ajouté, j'apprendrai à ne pas confondre présence et contrôle, à te laisser faire, même quand je ferai différemment. Nous n'avons pas scellé cet accord par une étreinte théâtrale.
juste par des regards plus calmes, plus droits. Ce n'était pas une réconciliation spectaculaire. C'était mieux que ça. C'était une trêve honnête. Quand ils sont repartis, l'appartement m'a semblé différent, pas plus vide, plus juste. Et en refermant la porte, j'ai compris que cette confrontation, que je redoutais tant, n'était pas une fin. C'était le point précis où chacun avait cessé de jouer un rôle pour redevenir humain. Les jours qui ont suivi, je me suis surprise à respirer autrement, comme si, en posant enfin des mots, j'avais desserré un corset invisible. Rien n'était miraculeusement réglé, bien sûr. Une relation, ça ne se recoute pas en une après-midi. Mais quelque chose avait changé. Je n'étais plus dans l'attente, ni dans l'humiliation. J'étais dans une forme de dignité tranquille. Et cette dignité-là, je la devais autant à ma douleur qu'à mon choix de ne pas la transformer en poison. J'ai compris alors ce que ma vengeance était vraiment. Ce mot « vengeance » fait peur. On imagine des représailles, des humiliations, des comptes à régler. Moi, je n'avais pas cherché à faire tomber Sophie. J'avais cherché à me relever. Et parfois, se relever suffit à faire vaciller ceux qui vous pensaient acquis, ceux qui croyaient que vous accepteriez tout par amour. Poser ses limites, c'est un apprentissage tardif pour beaucoup de femmes de ma génération. On nous a appris à donner, à comprendre, à absorber. On nous a félicités quand nous étions silencieuses, quand nous ne faisions pas d'histoire. On nous a même fait croire que la patience était une preuve d'amour. Mais la patience qui se tait trop longtemps devient une disparition. Moi, j'avais disparu dans leur famille parfaite le temps d'un dimanche. Une photo, des bougies, un sourire et mon absence effacée d'un mot. Et c'est cet effacement-là qui m'avait réveillée. J'ai repensé à la phrase que j'avais publiée. Elle était restée simple, presque tendre. Pourtant, elle avait fait son travail. Elle avait rendu visible ce qui était caché. Elle avait obligé Marc à se regarder en face. Elle avait obligé Sophie à mesurer l'impact de ses mots. Parce que l'élégance, parfois, est une manière de dire « je ne crierai pas, mais je ne disparaîtrai pas non plus ». Sophie m'a écrit 2 jours plus tard, un message plus long que d'habitude. Elle y parlait de fatigue, de peur, d'une enfance où elle avait eu le sentiment de devoir mériter sa place. Elle ne demandait pas qu'on la plaigne, elle expliquait. Et c'était déjà beaucoup. Elle a terminé par une phrase qui m'a touchée plus que je ne l'aurais cru. « Je voudrais qu'on apprenne à se parler, vraiment. » Marc, lui, a commencé à appeler le mercredi comme avant, mais avec une voix différente. Pas seulement pour prendre des nouvelles, pour être là, pour ne plus se cacher derrière le rythme du travail, des courses, des obligations. J'ai senti qu'il avait compris quelque chose de simple et de terrible. Une mère qu'on humilie finit par se taire, et quand elle se tait, il est parfois trop tard. Quant à moi, j'ai appris une autre leçon, plus intime. J'ai compris que mon bonheur ne pouvait pas dépendre du calendrier de mes enfants, que je ne pouvais pas me suspendre à leur table comme à une branche fragile. J'ai eu honte de l'avouer, mais c'était vrai. J'avais fait de ces dimanches une preuve de ma valeur, comme si sans eux, je n'étais plus tout à fait quelqu'un. Alors j'ai commencé à me choisir, pas contre eux, pour moi. J'ai repris des habitudes oubliées. Le matin, je suis allée marcher plus loin, jusqu'au panier, regarder les murs colorés, les ateliers, les escaliers qui sentent la pierre chaude. J'ai poussé la porte d'un petit cours de dessin dont Edith me parlait depuis des mois. J'ai pris un crayon, maladroitement, et j'ai tracé des lignes tremblantes. Ça m'a fait du bien, parce que ces lignes ne cherchaient pas à plaire. Elles existaient. Et c'est là, dans cette tranquillité nouvelle, que la grande leçon s'est imposée. La communication n'est pas un luxe, c'est une responsabilité. On ne dit pas « tu m'étouffes » quand on veut de l'espace. On dit « j'ai besoin de souffler » et on cherche ensemble comment faire. Le respect, en France, on le confond parfois avec la distance. Mais le respect, ce n'est pas s'éloigner. C'est parler avec politesse, même quand on est en colère. C'est reconnaître l'autre, même quand on pose une frontière. Et moi, Claudine, j'ai appris qu'une frontière posée avec dignité peut sauver un lien. Parce qu'elle empêche l'amour de devenir une servitude. Parce qu'elle rappelle à chacun sa place. Pas une place qu'on mendie, une place qu'on mérite. Le temps a repris son cours, lentement, sans grand geste. Et c'est ainsi que j'ai compris que l'espoir ne fait jamais de bruit. Il s'installe dans les détails,
dans un message envoyé sans arrière-pensée, dans une invitation formulée sans obligation, dans un refus accepté sans drame. Un dimanche de mars, Marc m'a appelé. Sa voix était simple, débarrassée de cette tension que je reconnaissais trop bien. Ça te dirait de déjeuner ensemble cette semaine, pas forcément dimanche, quand tu veux. Il n'a pas dit chez nous, il n'a pas dit comme avant, il a dit ensemble. J'ai souri, j'ai répondu oui, sans m'emballer. J'ai appris, moi aussi. Nous nous sommes retrouvés un mercredi. Sophie était là, Léo aussi. Pas de nappe cérémonieuse, pas de bougies, une table claire, des assiettes dépareillées, un plat commandé chez le traiteur du coin. Rien d'extraordinaire. Et pourtant, tout était différent. On ne jouait plus à la famille idéale. On essayait juste d'être vrai. Sophie m'a demandé comment allaient mes cours de dessin. J'ai vu dans ses yeux une curiosité sincère, presque admirative. Elle m'a dit que ça lui faisait du bien de savoir que j'avais ma vie à moi. Cette phrase m'a frappée. Longtemps, j'avais cru que ma vie était forcément liée à la leur, comme une extension naturelle. Comprendre que mon autonomie pouvait aussi les apaiser a été une révélation. Il y a eu des ajustements, des malentendus encore. Des moments où Sophie se repliait, où Marc redevenait silencieux. Mais désormais, ces silences étaient nommés. Je suis fatiguée. Je ne sais pas quoi répondre. J'ai besoin d'un peu de temps. Des phrases simples, des phrases qui n'excluent pas. J'ai appris à dire non sans me justifier, à proposer sans insister, à accepter que Léo grandisse sans moi certains dimanches. Et paradoxalement, c'est ainsi que ma place est devenue plus solide. Parce qu'elle n'était plus prise pour acquise. Elle était choisie. Un après-midi, alors que je dessinais au panier, j'ai réalisé que je ne surveillais plus mon téléphone, qu'il pouvait rester silencieux sans me faire peur. Cette liberté-là, je ne l'avais pas anticipée. Elle m'a surprise comme une éclaircie après des années de ciel couvert. Je me suis aussi pardonnée, d'avoir trop donné, d'avoir confondu amour et présence constante, d'avoir cru que me retirer serait une trahison. En vérité, me retirer un peu m'a rendu plus juste et plus respectée. Je n'idéalise rien. Les familles sont des constructions fragiles, faites de couches successives, de malentendus et de bonnes intentions. Mais je sais aujourd'hui une chose essentielle. L'avenir n'a pas besoin d'être parfait pour être apaisé. Il a besoin de règles claires, de paroles posées et de la liberté de respirer. Quand je regarde Marc désormais, je ne vois plus seulement mon fils. Je vois un homme qui apprend. Et quand je regarde Sophie, je ne vois plus une ennemie. Je vois une femme qui se débat avec ses peurs. Cela ne les excuse pas, cela les rend humains. Quant à moi, je marche plus légère le long du vieux port. Je regarde les bateaux sans me demander s'ils vont revenir. Je sais que certains partent, d'autres arrivent, et que ma valeur ne dépend plus de leur trajectoire. L'espoir, finalement, n'est pas de retrouver ce qui était avant, c'est d'accepter ce qui peut être mieux, autrement, plus honnêtement. Aujourd'hui, quand je repense à ce dîner dont j'ai été bannie, je ne ressens plus cette brûlure dans la poitrine. Il reste une trace, bien sûr. Les blessures importantes ne disparaissent jamais complètement. Elles changent de forme, elles deviennent des repères. Celle-ci m'a appris quelque chose d'essentiel, que je n'aurais sans doute jamais compris sans cette mise à l'écart brutale. Pendant longtemps, j'ai cru que l'amour familial était un droit automatique, qu'il suffisait de donner encore et encore pour être naturellement accueilli. J'ai compris, à 60 ans passés, que l'amour n'est jamais acquis. Il se choisit, il se renouvelle, et parfois, il se rééquilibre dans la douleur. Ma vengeance n'en était pas une. Je n'ai pas humilié, je n'ai pas crié. Je n'ai pas exposé Sophie comme une coupable. J'ai simplement cessé de m'effacer. J'ai posé une limite avec des mots calmes, presque doux. Et cette limite a fait plus que toutes les disputes que nous aurions pu avoir. Elle a obligé chacun à se regarder sans masque. Ce que j'ai appris avant tout, c'est que se taire par peur de perdre l'amour est la manière la plus sûre de se perdre soi-même. Et qu'un amour qui exige votre disparition n'est pas un amour, mais une habitude confortable pour les autres. J'ai aussi appris que dire non ne fait pas de vous une mauvaise mère, une mauvaise belle-mère, une femme égoïste. Dire non, parfois, c'est dire oui à sa dignité. Et la dignité n'est pas négociable, même, surtout dans une famille. À celles et ceux qui me lisent et qui se reconnaissent dans cette histoire, je voudrais dire ceci.
Vous avez le droit d'exister en dehors du rôle qu'on vous attribue. Vous avez le droit de ne pas être disponible en permanence. Vous avez le droit de poser vos limites sans vous expliquer pendant des heures. L'amour n'a pas besoin de sacrifices silencieux pour être vrai. La famille n'est pas un endroit où l'on étouffe. C'est un espace où chacun doit pouvoir respirer. Quand ce n'est plus le cas, il ne faut pas hurler pour se faire entendre. Il faut parler juste. Et parfois se retirer un peu. Non pas pour punir, mais pour se respecter. Aujourd'hui, je continue de voir Marc et Sophie. Autrement. Mieux. Pas plus souvent, mais plus sincèrement. Et quand ce n'est pas possible, je ne me sens plus abandonnée. J'ai ma vie, mes pas dans Marseille, mes crayons, mes silences choisis. Et cela, personne ne peut me l'enlever. Alors je vous pose la question, à vous qui êtes peut-être en train de souffrir en silence. Avez-vous déjà été mis à l'écart par ceux que vous aimez? Avez-vous déjà eu l'impression d'être de trop? Et surtout, avez-vous osé vous choisir sans haine, sans cri, mais avec fermeté? Si cette histoire vous a touché, partagez-la. Dites-moi comment vous auriez réagi. Parce que parfois, lire les mots des autres nous aide à trouver enfin les nôtres. Et si vous croyez, comme moi désormais, que le respect est la base de tout amour durable, alors restez ici. Nous avons encore tant de vérités à nous dire. Calmement, dignement. I hate it. My tax time for this year is huge. I don't know why. Oh, Lord. Hopefully it's an error. Okay, we're fine. Oh my god. Robsy, this is such a cursed fucking song request. This is utterly horrific. Can't slap though. Like, not great for my mental state, but I'm enjoying. Hi, Rebel. Why are you playing this game? Do you hate yourself? Yes. Yes, I do. I have issues. Wait, your tax return is in what you have to give them or what they're giving you, Law? I still owe the government loads of money this year. Fuck off. Ah! This thing that we Sorry, call failure sorry, is not the sorry. falling down, Oh. but the staying down. Mary Pickford. I've wasted 6 hours of my life for this piece of shit. Rebel, can I show you something right now? Can I be so real with you right now, Rebel? Rebel, it's really nice to see you. How are you? Has that been your mantra recently, that I hate myself? 41.3 hours in this game. Oh, wait, that's great, Law. Sorry, great problem. Don't question it. Yeah, Rebel, I have so many mental issues. Oh my god, this song. Oh, not good for your mental state, but enjoying it. Yeah, that's basically, yeah, that's just been my 30s so far. I do not want to get audited. Yeah, to be fair, I live in fear of being audited. Ah! Oh my god, this song! No, stop it! This game is stressing me out. Oh my god, the song's getting so intense. Oh my god, I'm getting really stressed. I'm stressed. Okay, okay. Oh, she's... Oh my god, that ended just in time with the song. What's this? Ah. Hi, Triples. Oh no. Exclamation mark tip. Sorry. Nice to meet you too, Triples. I hope you're having a nice evening too. How was your day? Oh, my day was good, thank you, Triples. I thought I had a shoot today, but I didn't. Got a lot of work done. I took my dog for a nice walk. Oh, what is this? This slaps. Who was this? Was this you, Andy? Is this why I said stay tuned? I
can hear my neighbour moving around upstairs. I feel like I'm being quite loud. No, not me. Okay. Who is this? Identify yourself. Read my mind. What, that's what you were worrying about, is my day? That's really sweet of you, Triples. How was your day? What do you expect when you say feet? When you go into someone's stream and you say feet, what do you expect? Like, walk me through the... Walk me through the... Walk me... Sorry. Walk me through the... Yeah, I know my tag has feet, and I do it because for the content. Well, we all have feet. I found you through the tag feet. Yeah, but I want to know, like, I'm not, this isn't an attack. I'm not attacking you right now. I'm just curious to know. Hi, silly, welcome in. I just want to know, like, what do you go into someone's chat and you type feet ? Do you, like, hope they have, like, an OnlyFans, but for their feet? Only feet? Do you hope that I'll just show them on stream? Like, you give me money and I'll put my feet on... I don't think you want to see my feet. Let me be honest. Okay. Oh, I'm floundering! Okay. Oh, sorry for shouting. It's like